Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle au journal de TNTV. Voici le sommaire de ce dimanche 18 janvier. Que faire quand un membre de sa famille tombe dans l'engrenage de la drogue? Le témoignage ce soir d'une mère de 2 enfants addicts à l'ice. Désemparée, elle s'est rapprochée de la Fédération polynésienne de lutte contre les drogues. Nous les avons suivis dans leur combat au quotidien. 2026, une année record pour le tourisme de croisière à Rayatea. L'île vit au rythme des arrivées de paquebots, 40 escales en 2024, plus de 90 en 2025. Une aubaine pour les professionnels du secteur déjà dans les starting blocks pour cette nouvelle année. Enfin, immersion ce soir dans la nouvelle bibliothèque de l'Université de Polynésie. Un espace de 2000 m², moderne et connecté. Il accueille une offre documentaire et pédagogique enrichie. L'UPF où débute demain une semaine du droit pénal. Elle sera consacrée aux violences intrafamiliales. Pour en parler, nous recevons ce soir Emmanuel Gindre, chercheur et maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Polynésie. Interview dans un instant. Mais d'abord, cette nouvelle saisie de drogue record, près de 5 tonnes de cocaïne. Samedi et dimanche, la Marine nationale et l'OFAST ont intercepté au large des Tuamotu un navire battant pavillon togolais. La drogue était destinée au marché australien. Le navire était convoyé par 10 hommes du Honduras et un Équatorien. La drogue qui envahit donc aussi le quotidien de beaucoup trop de familles au Fénois, avec en premier lieu l'ice qui poursuit ses ravages. Nous vous proposons ce soir de suivre la Fédération de lutte contre les drogues dans son combat au quotidien. Le témoignage également ce soir d'une mère de famille désemparée. Ses 2 fils sont tombés dans l'enfer de l'ice. Une mère désemparée qui appelle à la plus grande vigilance face à ce véritable fléau. Laure Philibert, Jeanne Tinorua. Je sais à quelle heure je quitte la maison, mais je ne sais pas à quelle heure je rentre. Il a passé une partie de la nuit au chevet d'un jeune en crise et de sa famille. Charles Renvoyer arpente les routes du Fénois au gré des appels d'urgence. La fédération en reçoit plus d'une vingtaine par semaine, comme celui de Valentine, mère de 2 garçons, pris dans l'engrenage de la drogue. Aujourd'hui, il y a des familles qui pleurent, qui ont mal, parce qu'il y a des jeunes qui se prennent. Hein? Il y a des jeunes, 18 ans, 16 ans, qui consomment. Il faut arrêter, il faut penser aussi à nous. Charles m'a beaucoup aidé. À chaque fois quand je l'appelle, il intervient. J'ai éduqué mes enfants, mais je ne sais pas comment ils sont partis. Ils sont arrivés à cette façon de leur comportement. Notre fils, il était violent. Il a agressé sa femme, et même les violents devant sa petite. C'est pour ça aujourd'hui j'interviens à ça, parce que j'en peux plus. Bien souvent, la fédération intervient auprès de personnes qui ont perdu la maîtrise d'elles-mêmes. C'était comme le cas de cette sœur-là. Hein? C'est comme le cas dans plusieurs d'autres cas encore. Donc on intervient, c'était l'extrême. À la limite de poignarder les parents, tout ça. C'est comme les vidéos là que je vous ai montrées. On n'aurait pas été là, il aurait poignardé sa maman. On n'aurait pas été là, il aurait découpé les parents. Tu vois, c'est... Voilà, ça c'est la réalité de notre belle Polynésie. Tu ne dois jamais être fort quand tu vas tomber sur ton canet. Tu dois être malheureux. Au contraire, tu vas baver comme un chien par terre. Tu vas manger ses médicaments. Pour ça, aujourd'hui, je me combats pour mes enfants. Depuis quelques semaines, les membres de la fédération soupçonnent l'arrivée sur le territoire de nouvelles substances comme le PTC, acronyme de pète ton crâne. C'est la première fois ce matin que je vois un cas comme ça. Mais vraiment dans le down où même lui, il avait du mal à relever sa tête. Parce que si ça aurait été la ice, je peux reconnaître à 99,99% qu'il a consommé de la ice. Le paca, c'est clairement voyant. Je ne sais pas c'est quoi ça. Il faut que les familles s'inquiètent. Actuellement en France, ça fait un ravage énorme. C'est inodore, ça se vend comme c'est du liquide de vapeur qui se met dans le vapeur et puis les parents, ils ne voient pas. Ils se rendent compte qu'après que leur enfant a changé, qu'il y a des crises d'épilepsie qui arrivent, que
leur enfant perd la mémoire et puis et quand ça arrive à ce moment-là, c'est un peu trop tard. La Croix Bleue permet aux personnes en situation d'addiction de s'engager dans une démarche de sevrage. Ça a pris le pas sur l'alcool. Là, dernièrement, il y en a un qui est venu, c'était tabac et alcool, mais il n'a pas parlé de PACA ni d'ICE. Mais c'est devenu un cas rare, hein, l'alcool. C'est majoritairement l'ICE et majoritairement des jeunes. Pour les signatures, depuis 2-3 ans, ça a bien augmenté, oui. Pour la fédération qui célèbre cette semaine sa première année d'existence, la coopération entre l'ensemble des acteurs de la lutte contre les stupéfiants est essentielle pour parvenir à de véritables résultats. Voilà, en bref, maintenant la nuit de samedi à dimanche a été tragique sur les routes du Fénois. 2 hommes ont perdu la vie en scooter, l'un à Bora Bora, l'autre à Huahine. Des dépistages d'alcool et de stupéfiants ont été réalisés. Leurs résultats ne sont pas encore connus. Les 2 enquêtes ont été confiées à la gendarmerie. Je vous le disais en titre, 2026, une année qui s'annonce donc exceptionnelle pour le tourisme de croisière à Rayatea. Entre 2024 et 2025, le nombre de paquebots accostant sur l'île a plus que doublé. Cette année, plus d'une centaine d'escales sont déjà programmées. Un record et une aubaine pour l'entrepreneuriat local. Jessica Doucet. À Rayatea, le tourisme de croisière ne cesse de monter en puissance. En 3 ans seulement, le nombre de touchés a explosé. Une quarantaine en 2024, 92 en 2025 et 121 programmés cette année. Des paquebots de toute taille transportant de 200 à plus de 5000 passagers qui débarquent sur le quai d'Outuroa. Résultat, une activité en plein boom pour les excursionnistes. Je crois que tout le monde, depuis le Covid, est sur les points des pieds. On est tous prêts. Tout a l'air d'aller dans la bonne direction et on essaie de rester positif. On a mis en place une bonne équipe. À partir d'avril, on rappellera toute l'équipe pour justement renforcer et aller tous dans la bonne direction. Même satisfaction du côté des artisans, même si certaines contraintes persistent. Oui, c'est une bonne chose pour les artisans. Mais il faut espérer qu'ils peuvent acheter des coquillages. Parce que la majorité des bateaux qui passent par là, s'ils passent par l'Australie ou alors l'Allemagne, etc., par le phytosanitaire, ça ne passe pas. Donc ils ne peuvent pas acheter des coquillages ici. Mais autrement, c'est une bonne chose. Voilà. Pour accueillir ce flux grandissant, le service du tourisme est mobilisé sur le quai d'honneur. Plus de 112 000 visiteurs sont attendus cette année sur l'île. Une dynamique qui encourage aussi l'entrepreneuriat local. Ah oui, il y a des jeunes porteurs qui viennent se renseigner, dont je les oriente vers la circonscription des îles sous le vent pour qu'ils puissent s'informer et puis constituer leur dossier. Il y a une augmentation au niveau des jeunes porteurs, au niveau des transports maritimes. Il y en a beaucoup et même au niveau transport terrestre, il y en a beaucoup. Il y a une augmentation de ces jeunes qui sont là, qui travaillent pour le tourisme. Et le programme pourrait encore s'étoffer au fil de l'année en fonction de la météo et des opportunités. À Rayatea, le tourisme de croisière est plus que jamais en plein essor. Voilà, je vous propose à présent une visite guidée, celle de la nouvelle bibliothèque de l'université. Un espace de 4000 mètres carrés moderne et connecté. Il offre aux étudiants et au grand public un lieu de documentation et de pédagogie plus enrichi. Les étudiants témoignent dans ce reportage de Thomas Chabrol. Plus spacieuse et mieux aménagée, la nouvelle bibliothèque de l'université marque un tournant pour la vie étudiante. Dans cette extension, une salle de travail insonorisée, des postes informatiques, mais surtout ces espaces de travail collaboratifs. Tout a été pensé pour répondre aux besoins des étudiants d'aujourd'hui. Il y en a 13 et elles sont réservables effectivement en ligne à l'avance. La communauté universitaire a du coup de quoi réserver ces salles. Tout à fait dans les modèles, les standards là, vraiment internationaux des bibliothèques. Ces nouveaux espaces favorisent à la fois le travail individuel et les échanges. Ils sont rapidement devenus un point central du campus. Cette nouvelle structure en tout cas permet justement à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'étudiants, d'avoir des espaces
davantage plus spacieux, accessible, hein, pour pouvoir travailler en groupe, pour pouvoir discuter, parce qu'à la bibliothèque, on ne peut pas discuter comme on peut discuter ici. Il y a déjà beaucoup de box, ça permet de travailler en groupe, c'est beaucoup plus à l'aise. Et je préfère aussi cet espace détente, c'est plus confortable pour travailler dans le silence, et voilà. Cette pièce est spécialement dédiée à la consultation des fonds polynésiens. Celle-ci peut servir de cours ou accueillir des conférences. L'espace détente est pensé, lui, comme un lieu de repos et d'échange. Ces étudiantes en première année y viennent régulièrement depuis l'ouverture. Et voir que des troisième années comme des deuxième années viennent travailler, ça nous permet, nous, en première année, de du coup, se motiver beaucoup plus à venir ici. Et du coup, ça nous permet aussi de venir parler avec des deuxième années de notre même licence. Les 100 000 documents des collections universitaires sont accessibles dans la salle de lecture et de travail, à l'écart du bruit. Et elle a été effectivement entièrement réaménagée pour que les collections soient plus facilement accessibles et puis aussi pour profiter de l'espace parce qu'elle était vraiment pleine. Là maintenant on a pu vraiment se déployer sur un espace beaucoup plus grand. Avec cette nouvelle bibliothèque, l'université renforce son attractivité. En plus des étudiants et des professeurs, elle accueille de plus en plus le grand public qui vient pour consulter ou emprunter des ouvrages. Elle enregistre aujourd'hui 2000 entrées par jour. L'Université de la Polynésie où la semaine du droit pénal démarre demain et jusqu'à vendredi. Et c'est avec vous, Emmanuelle Gindre, que l'on en parle. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Polynésie. C'est l'AFDP, l'Association française du droit pénal, qui organise cet événement dont vous êtes membre. Tout d'abord, est-ce qu'on peut connaître les missions de l'AFDP ? Alors, l'Association française de droit pénal, en fait, elle regroupe les pénalistes, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au droit pénal, qu'ils soient universitaires, magistrats, avocats et de manière générale, toutes les professions pénales peuvent adhérer à cette association. Et son objectif, c'est de promouvoir le droit pénal, de diffuser la recherche et puis également de réfléchir aux évolutions législatives et pourquoi pas proposer aussi des évolutions législatives. Alors, pour les novices, comment est-ce qu'on distingue finalement le droit pénal des autres formes de droit ? Le droit pénal, on a l'habitude de dire que c'est un droit un peu grave, c'est-à-dire qu'il va décider ce qui est interdit et le sanctionner, le punir avec des peines. Et la peine la plus emblématique, c'est la peine de prison. Donc c'est toutes les infractions qui portent atteinte à nos valeurs fondamentales, que ce soit l'atteinte à la vie, à l'intégrité physique, l'atteinte aux biens, l'atteinte à la paix publique, etc. Et c'est vous donc qui chapeautez cette semaine du droit pénal à l'Université de Polynésie, une semaine consacrée plus exactement aux violences intrafamiliales. C'était important de réfléchir à cette problématique majeure. Oui, exactement. Alors, c'est un sujet qui a été défini au niveau national. Il y a une vingtaine d'autres universités qui proposent des événements pendant la même semaine. Donc, c'est un événement d'envergure. Et cette thématique, en fait, a été pensée parce que l'évolution législative, jurisprudentielle fait qu'on en parle de plus en plus, que c'est un phénomène dont l'État souhaite se saisir pour lutter davantage contre ces violences intrafamiliales. Alors comment est-ce qu'elle va s'articuler plus concrètement cette semaine pour pouvoir parler de ce fléau, il faut le dire, en Polynésie ? Alors l'idée, en fait, comme c'est une semaine du droit pénal, c'était de montrer un petit peu comment la politique criminelle va se saisir d'un sujet comme les violences intrafamiliales à tous les stades. Donc on commence avec demain par parler du phénomène, puisqu'il faut comprendre le phénomène pour pouvoir mieux l'appréhender. Ensuite, on s'intéressera aux principales infractions qui sont mobilisées dans la lutte contre ce phénomène, et on parlera des procédures pénales qui sont mises en œuvre au niveau du parquet pour lutter contre. On verra également comment ça se passe au moment du procès. On aura notamment l'intervention d'une ancienne experte auprès de la Cour d'appel qui est psychologue clinicienne et qui va nous parler du profil des auteurs de violences intrafamiliales. Et puis les avocats de la défense et des parties civiles qui vont aussi présenter leur stratégie en la matière. Et puis, on parlera également de l'accompagnement des victimes et du suivi des auteurs pour terminer avec la projection d'un documentaire le vendredi soir. Donc, il y aura de très nombreux intervenants. L'idée de cette semaine, finalement, c'est de comprendre comment le droit pénal peut enrayer ce fléau des violences intrafamiliales.
En tout cas, comprendre comment le traitement judiciaire actuel se passe et comment est-ce qu'on définit les politiques publiques et quelles sont les dernières évolutions de ces dernières décennies. Justement, j'allais y venir. Quelles sont les dernières grandes évolutions que l'on peut noter pour enrayer ces violences, les grandes évolutions législatives? Alors, législatives, même avant jurisprudentielles, parce qu'il faut le souligner, en 2024 ont été rendus des arrêts par la Cour d'appel de Poitiers qui ont mis en évidence la notion de contrôle coercitif, qui est une notion portée par Madame la première présidente de la Cour d'appel de Papeete, qui vient de présenter un rapport. Voilà, exactement. Elle vient de présenter un rapport à l'État sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales en préconisant un certain nombre de choses. Et il y a des parlementaires qui s'intéressent à cette notion de contrôle coercitif pour essayer de mieux définir c'est au-delà de l'emprise en fait que peuvent avoir les maris violents, mais tous les individus au sein de la famille d'ailleurs, hein, c'est pas forcément que les maris, les conjoints, les ex-conjoints aussi. Pour en fait diriger la vie de leurs femmes principalement et comment est-ce qu'on peut prendre en compte sur un plan législatif, voilà, comment est-ce qu'on peut le prendre en compte dans une infraction pénale, est-ce que c'est possible, pas possible de le définir pour pouvoir mieux le réprimer. Alors en Polynésie, beaucoup de parents revendiquent le droit de gifler, fesser ou encore donner ces fameux coups de baleni au à leur enfant pour une bonne éducation. La Cour de cassation, elle, vient de rappeler que le droit de correction parentale sur son enfant n'existe pas. Alors est-ce que la loi, c'est la loi ou est-ce qu'on peut l'adapter finalement vis-à-vis des coutumes locales ? Alors oui, les violences éducatives, ça fait partie des violences intrafamiliales. Là, la Cour de cassation, finalement, elle rappelle qu'on applique le droit et que si on doit prendre en compte finalement quelques éléments culturels, ce sera peut-être plutôt au niveau de la définition de la peine qui sera appliquée à l'auteur. Mais à partir du moment où on a constaté des violences, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil du tout, donc les premières violences sont des violences et on qualifie, donc on applique, mais on peut aménager la sanction pour tenir compte de ces pratiques culturelles. Merci beaucoup Emmanuelle Gindre d'avoir été notre invitée. Je précise que cette semaine du droit pénal, eh bien, elle est ouverte à tous. C'est très important puisque au-delà de la réflexion, eh bien, c'est de sensibiliser le grand public à s'emparer de cette problématique des violences intrafamiliales en Polynésie. Ça démarre donc demain à l'Université de Polynésie. C'est donc ouvert à tous et également aux étudiants en droit. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Il n'a pas remporté le titre, mais il peut se satisfaire de son parcours. Mister Tahiti, Nohoari Tuo a participé hier à Mister France 2026. Si sa détermination n'a pas payé, Mister Tahiti annonce poursuivre son engagement pour le Fénois. Il nous a emmenés hier dans les coulisses des préparatifs de l'élection. Un reportage de Pierre Lamarque et Wallis Glaise. À quelques heures du show, Nohoari veille au moindre détail. Le Tahitien est attentif à son image. Tous les candidats là sont en train de se préparer pour se donner un petit look personnalisé et voilà. Le candidat de 24 ans originaire de Raiatea fait partie des 29 candidats régionaux retenus pour l'élection Mister France. Une préparation qui dure depuis 2 semaines à Paris avec les autres candidats. On a eu une belle cohésion avec tous les autres candidats. Et voilà, c'était que du positif, une aventure folle en émotion. Et voilà, tout va bien. Et voilà, prêt à entrer, à être sur scène et donner le meilleur de moi-même. Ses proches et sa famille sont restés en Polynésie, mais l'encouragent depuis le Fénois. Le candidat peut néanmoins compter sur la présence de Karl, Mister Tahiti 2024. C'est très important pour moi, oui, d'être là pour Nohoari, notre Mister Tahiti, parce que dès qu'il a été élu, on a été là pour l'accompagner. J'étais là pour l'accompagner, pour le soutenir, pour lui montrer le chemin à prendre pour Mister France. Et je pense que là, il est prêt. On l'a bien coaché et je pense qu'il va bien se débrouiller sur scène ce soir. Les candidats sont évalués par le public et le jury sur l'élégance, mais aussi sur des causes qu'ils souhaitent défendre. La lutte contre les violences conjugales et le harcèlement. Mister Tahiti nous parle de son engagement contre la consommation de drogue en Polynésie, une addiction qui a emporté son ami il y a quelques années. Alors j'ai compris très tôt que dire non, c'est déjà se sauver soi-même et surtout protéger son entourage. Après 3 heures de spectacle, le verdict tombe, pas de podium. De la déception forcément, mais le Tahitien a le sentiment du devoir accompli. Ma première élection, toujours un peu déçu.
mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le job, je suis content de moi, je suis content de ma prestation et malgré le résultat, je suis quand même heureux d'être ici. Né dans un quartier populaire, Nohoari réalise avec lucidité la satisfaction et le chemin parcouru. Mister Tahiti est impatient de rentrer au Fénois où une mission l'attend. Il souhaite visiter les établissements scolaires de Tahiti pour informer et alerter les jeunes des dangers de l'ice. Un vaste programme. En sport maintenant, la saison 2026 des courses à pied s'est ouverte hier. Direction la Punaru où les championnats de Polynésie du 5 km ont eu lieu en fin de journée malgré un temps capricieux. Sur la ligne de départ, 163 coureurs prêts à en découdre. Mais à l'arrivée, 2 noms à retenir, Félix Covillon et Amandine Matera. Oriano Tefao revient pour nous sur les temps forts de cette compétition. Le coup d'envoi est donné sur le tartan mouillé et déjà le peloton s'étire. Très vite, la hiérarchie se dessine. 4 hommes se projettent en tête et se détachent des poursuivants. Mathias Girardet, Félix Covillon, Thomas Lacomar et Damien Trocnet. Le reste du peloton ne les reverra plus. 2 boucles à travers la zone industrielle, retour au stade, rythme régulier et personne ne lâche jusqu'au 4e kilomètre. Alors la stratégie, il n'y en avait pas vraiment, c'était de passer des relais entre le groupe. Donc là, en l'occurrence, on était 4. Heureusement pour moi, en tout cas, Mathias Girardet a mené toute la course. Donc j'ai pas eu vraiment d'efforts à faire à part le sûr. Entré sur le stade, coup de théâtre, Girardet se trompe de direction, erreur fatale, Covillon file droit et s'offre le titre en 15 minutes et 45 secondes. Devant Girardet et Lacomar. Moi je pense que j'ai manqué peut-être de lucidité sur la fin. J'avais pas compris qu'on devait finir encore par un tour de piste. Je pensais qu'on tournait directement sur l'arche, alors c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti en tête du virage, j'ai tourné sur l'arche. Et là, le temps que je comprenne qu'en fait il fallait refaire un tour, voilà, j'avais pris un petit peu de retard et j'ai pas su combler. Mais bon, il a été meilleur que moi sur ce coup-là, quoi, c'est tout. Chez les femmes, pas de suspense. La spécialiste du trail, Amandine Matera, impose sa foulée en 18 minutes et 37 secondes. Pauline Moreau, puis Elisabeth Orloff complètent le podium. J'ai fait l'inverse du schéma de course que je voulais, mais j'ai suivi le move. Il y avait Miguel Covillon qui était, on était côte à côte. Et je sais qu'on a un peu peur les mêmes allures, donc on est parti, le peloton est parti fort. Et on a tenté sur cette allure et ça a tenu, donc je pense que tout le monde est satisfait. Un départ canon pour cette nouvelle saison. Prochain rendez-vous pour les coureurs, l'Olympians Veitavere, samedi prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après, découvrez un restaurant du Fénois à la déco 100% américaine. C'est dans l'émission Bien dans son faré. Ce sera suivi des 2 premiers épisodes de la série Ghost, Fantôme en héritage. Enfin, l'émission Zone interdite est consacrée ce soir à la trisomie 21. Demain, retrouvez Valmy Thierlot à 18h30 pour vos journaux de la semaine. Quant à nous, on se revoit très bientôt. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.